Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Collège des Bernardins pour ce nouveau rendez-vous des Mardis des Bernardins. Et ce soir, comme vous le savez, nous allons parler d'Europe à 2 mois d'un anniversaire que beaucoup imaginaient sans doute un peu plus festif que ce qu'il risque d'être, puisque le 25 mars 1957 était posé l'acte fondateur de ce qu'allait devenir l'Union européenne, le traité de Rome, traité qui, je le rappelle, visait à établir une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Alors 60 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet? Eh bien que l'Europe existe, elle a de nombreuses institutions, elle débat souvent, et beaucoup plus qu'on l'imagine d'ailleurs, au sein du Parlement européen, elle prend des directives, elle organise la coopération entre ses États membres. Mais l'Europe va mal, les Britanniques ont choisi de la quitter en juin dernier, on sait depuis quelques jours que ce sera un départ qui sera définitif. Donald Trump, qui vient d'arriver au pouvoir aux États-Unis, encourage d'autres pays membres à faire comme le Royaume-Uni. Les partis eurosceptiques prospèrent électoralement et la reconquête de la souveraineté nationale est devenue un thème assez porteur. En tout cas, à contrario, on peut dire que tous ceux qui plaident pour un projet fédéraliste semblent être devenus assez inaudibles. Alors, peut-on encore rêver d'Europe? C'est donc la question que nous allons aborder avec 3 invités, à commencer par vous, Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Bonjour. Ancien député européen, vous l'avez été de 1989 à 2007, sous les couleurs du centre. Vous êtes aujourd'hui, alors entre autres, membre du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors Notre Europe. Par ailleurs, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Et quand on regarde des articles dans la presse qui vous concerne, vous êtes systématiquement ou quasi systématiquement présenté comme un inlassable militant de l'Europe, dont vous considérez cette Europe qu'elle est dirigée depuis 20 ans par des eurotièdes. Pour discuter avec Jean-Louis Bourlanges, Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Ancien ministre, vous avez exercé notamment la fonction de ministre de la Défense, de l'Éducation nationale. Vous présidez, ministre d'État, nous précise Jean-Louis Bourlanges, vous avez raison d'être précis sur les titres. Vous présidez la Fondation Respublica, vous êtes à l'origine du mouvement Républicain et Citoyen, dont vous avez quitté il y a quelques mois la présidence d'honneur, et vous défendez une Europe des nations, la seule à même de renouer avec les peuples. Et puis, le 3e invité du soir, c'est Fabien Reynaud. Bonjour. Bonjour. Conseiller d'État, membre du Collège des Bernardins. Vous avez été conseiller pour les affaires européennes à l'Élysée de 2007 à 2012. Et sous votre direction vient d'être publié... Celle de Michel de Virville. Ainsi que celle de Michel David de Virville, vient d'être publié aux éditions Hermann, une coédition avec le Collège des Bernardins, La mondialisation, espérance pour les nations. Avenir pour l'Europe. Alors, je voudrais commencer cette discussion en vous demandant aux uns et aux autres quel est le diagnostic que vous posez sur ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Et pour m'y aider, je voudrais citer un autre ancien ministre, si vous le permettez, Jean-Pierre Chevènement, en l'occurrence Hubert Védrine, qui a publié il y a quelque temps un petit ouvrage qui s'appelle Sauver l'Europe, et dans lequel il explique que l'Europe est dans un état de grave déréliction, ou tout au moins d'hébétude. Est-ce que c'est un diagnostic que vous pourriez partager? Je me sens très proche d'Hubert Védrine sur bien des sujets et je pense que son diagnostic est réaliste tout simplement. Et en politique, il faut être réaliste. Quand on parle de rêve européen, ce rêve se justifiait peut-être parce que on ne voulait plus de guerre et qu'on imputait, à mon avis, à tort aux nations la responsabilité des 2 guerres mondiales, alors que cette responsabilité repose sur une poignée de décideurs, un but d'esprit de domination et de darwinisme social. On ne va pas dire lesquels, ça les entraînerait trop loin. Mais je pense que cette Europe-là a peut-être été un rêve dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, et puis au début, avec le marché commun, qui était une bonne idée, selon moi, que j'aurais peut-être voté, à la différence de Pierre Mendès France, dont on oublie toujours de dire qu'il a voté contre, pour des raisons qu'il développe d'ailleurs abondamment. Mais enfin, le marché commun, tant qu'il y avait un tarif extérieur commun, et tant qu'il se limitait à 6 pays, c'était quelque chose de raisonnable et qui a montré, je dirais, jusque dans les années 1900,
jusqu'à la fin des années 1970, une grande robustesse. Donc il inspirait une certaine confiance. Donc vous diriez quoi, Jean-Pierre Chevènement? Tant que l'Europe restait modeste dans sa construction, ça fonctionnait. À partir du moment où elle a voulu voir un peu trop grand, c'est là que ça a commencé à dysfonctionner? C'est devenu, excusez-moi de le dire, une sorte de religion. Hein, c'est-à-dire que on a fait de l'Europe, dans les années 1980, le substitut de la nation. Tout cela a été exprimé dans une phrase de François Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, qui a été comprise à l'inverse, la France est notre passé, et l'Europe sera notre patrie. On a pensé que l'Europe allait pouvoir fonctionner non pas dans le prolongement des nations, ce qui aurait été une bonne idée, mais en substitut des nations. Et cette idée, elle était déjà présente dans l'esprit de Jean Monnet, le grand inspirateur, celui qui a soufflé l'idée du traité de Séka à Robert Schuman. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne, qui s'appelait à l'époque la Haute Autorité, avait le monopole de la proposition législative et réglementaire. C'était donc un mécanisme très particulier qui, je crois, traduit bien l'intention sous-jacente, c'est de faire en sorte que les nations soient progressivement reléguées en bout de table, marginalisées, au profit d'un mécanisme communautaire, au profit d'une Europe communautaire qui a été reprise, dont l'idée a été reprise ultérieurement par Jacques Delors. Et c'est donc pour vous cette intention qui est la cause du mal. On va voir avec nos deux autres invités, Jean-Louis Bourlanges et Fabien Reynaud, s'ils partagent. Alors à la fois partagent peut-être d'abord le diagnostic, Jean-Louis Bourlanges, c'est-à-dire est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui l'Europe va bien ou qu'elle va mal? Et si elle va mal, est-ce que vous y voyez les mêmes causes que celles décrites par Jean-Pierre Chevènement? Moi, je suis gêné par ce genre de débat. Je suis très heureux d'être ici parce que je suis d'abord fidèle à ce type de réunion. Mais je suis très gêné parce que chaque fois qu'on parle d'Europe, je pense à ce que dit Bachelard de l'universel. Enfin, il n'est science que du particulier, l'universel est l'infini de notre inattention. Et je trouve que l'Europe est l'infini, le débat européen, l'Union européenne est l'infini de notre inattention. Je veux dire, c'est un espèce de mot valise dans lequel on met quantité de concepts avec beaucoup de brio. Ce que vient de dire Jean-Pierre Chevènement est très juste et très intéressant. Ah, je veux bien parler plus fort. Moi, j'ai pas besoin de micro, mais il faut me le dire. Peut-être en le rapprochant. Oui, on m'a dit ça fonctionne mieux. On m'a dit qu'il fallait pas que je me penche. Alors, finalement, il faut que vous vous penchiez un peu plus. Je ne sais pas s'il faut que je me penche. Voilà. Mais chacun sait depuis mon enfance, en tout cas, que E pericoloso sporgersi. Voilà. Vous avez beaucoup pris le train dans votre vie. Alors on en est à Bachelard. J'ai toujours aimé les trains. Et je trouve qu'on a énormément de mal à cerner l'objet européen. Il est évident, j'ai lu le livre d'Hubert Védrine, j'ai beaucoup d'admiration intellectuelle pour Hubert Védrine. Hubert Védrine fait partie de ces gens qui n'ont pas besoin d'avoir raison pour avoir l'air intelligent. C'est votre façon d'admirer Hubert Védrine. Oui, je crois que c'est un esprit extrêmement clair, il a une sûreté de présentation des choses impressionnante, mais je crois en l'occurrence que son constat est évident et son diagnostic erroné. Son constat est évident. Comment pourrait-on dire que l'Union européenne n'est pas en crise? Comment pourrait-on dire que les États européens ne sont pas en crise? Comment pourrait-on dire que notre culture, notre civilisation européenne, confrontée aux menaces et aux défis qui sont les siens, ne sont pas en très grande difficulté. Et en même temps, je trouve que le diagnostic, le constat que fait Hubert Védrine est globalement faux. Hubert Védrine dit, pour l'essentiel, l'Europe est malade d'une sorte de fuite en avant systématique due à une passion européiste excessive. Ce que je constate, c'est que l'Union européenne se porte mal depuis une vingtaine d'années et que cette vingtaine d'années, ça coïncide avec le fait que les Européens, les pro-européens ne sont plus au pouvoir. C'est-à-dire que quand vous regardez la situation de l'Union européenne, vous voyez au milieu des années 90, pour des raisons très profondes et qui tiennent à la volonté des peuples. Je n'en disconviens pas du tout. Les partis pour la démocratie chrétienne, qui était le fer de lance de la construction européenne, est entré dans une crise très profonde. Tous les partis démocrates chrétiens, à commencer par l'UDF, qui était partiellement un parti démocrate chrétien,
européens sont entrés en crise, sauf la CDU, ce qui est important. Deuxièmement, la social-démocratie, qui là aussi était le second parti porteur de l'Union européenne, est entrée dans une crise profonde, partagée entre une tentation libérale reposant sur le fait qu'il n'y avait plus beaucoup avec la crise de grain à moudre, comme disait le regretté Bergeron, et d'autre part par des partis plus contestataires auxquels Stéphane Hessel a donné un mot d'ordre avec l'indignation. Donc on a une crise très profonde, mais très générale. Et les gens qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, c'est-à-dire Jacques Chirac, Berlusconi, Aznar, les Néerlandais qui ont remplacé Lubbers, même en dépit de ses grandes qualités d'homme d'État, Schröder, tous ces gens-là étaient désertés par l'espérance européenne. Or, je constate que toutes les décisions qui ont été des décisions de crise, c'est d'abord l'ouverture dans des conditions d'impréparation intellectuelle totale de la négociation avec la Turquie, d'autre part l'adaptation des institutions européennes dans des conditions effroyables. Je rappelle qu'à Nice, l'UDF, par la voix de M. Giscard d'Estaing, n'a pas ratifié le traité de Nice, a refusé de voter. Alors l'UDF, c'était le parti européen par excellence, que sur la crise internationale, les Européens se sont totalement divisés sur l'affaire irakienne, et que sur le plan économique, et là je pense que ce que dit Jean-Pierre Chevènement est plein de sens fréquemment, sur le plan économique, ils ont cherché à limiter au maximum l'union monétaire sans faire de politique économique. Donc on a eu une régression générale de toutes les politiques, et c'est ça qui a entraîné la crise. Alors voilà ce que je voulais dire. Je conclurai en un mot quand même cette introduction. Pour qu'on puisse aussi entendre Fabien Reynaud. Bien sûr, mais nous n'allons pas nous priver de la parole de Fabien, qui a été aux côtés de Nicolas Sarkozy un des artisans, car je crois que Nicolas Sarkozy a pas mal, avec son style erratique bien sûr, a pas mal contribué à l'amélioration de la situation. Mais ce que je veux dire en conclusion, puisqu'on parle de rêver l'Europe, je crois que l'Europe, je me méfie du rêve. Je suis comme d'accord avec Jean-Pierre Chevènement, je me méfie du rêve en politique. Je suis pas en d'accord avec beaucoup de choses de ce que dit Marcel Gauchet, mais je crois que quand Marcel Gauchet se moque des gens qui veulent réenchanter la politique, je crois qu'il a raison. Je crois que la politique de l'enchantement, les deux grandes politiques de l'enchantement au XXe siècle, ça a été la politique stalinienne et la politique nazie. L'enchantement a débouché. Non, pas du tout. N'a jamais. Et aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que si l'Europe a peut-être été un principe de plaisir dans les années 50, les États étant le principe de réalité, aujourd'hui, c'est l'inverse. L'Europe, les États sont le principe de plaisir. On est content de se retrouver dans son cocon, chez soi, avec les siens, parlant sa langue, etc. Et moi, le premier, parce que je crois beaucoup à l'État et à la France. Et deuxièmement, l'Europe apparaît comme le principe de réalité parce qu'on voit bien que l'ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés, démographiques, économiques, politiques, migratoires, etc., sont des défis que nous ne pouvons régler qu'au plan européen. Alors, c'est dans ce désenchantement-là que se construit notre malheur. Je vous rappelle que nous n'avons qu'une cinquantaine de minutes pour vous faire discuter entre tous les... Oui, mais vous avez fini. Je parle plus qu'à la fin. Ah, vous n'allez plus revenir. Ah oui, c'était vraiment une conclusion définitive. Ça sera un petit peu dommage, non, évidemment. Il faut pas écouter les promesses des politiciens. Évidemment, il y a plein de... Mais vous n'en êtes plus un. Jean-Louis Bourlange. C'est vrai, vous avez raison. Fabien Reynaud. Bon, alors, il y a eu déjà deux longues interventions, constats, diagnostics. Oui, Jean-Pierre Chevènement me fait signe que la sienne n'était pas assez longue. Constat et diagnostic sur le fait alors que l'Europe va mal, que alors ça pourrait être quoi la cause, la faute aux européistes, la faute aux eurotièdes, comme les décrit Jean-Louis Bourlange, quel est votre diagnostic à vous sur l'état de cette grande institution qu'est l'Union européenne? Alors d'abord, je voudrais vous remercier d'être présent ce soir et vous dire combien je suis flatté et impressionné de débattre avec deux personnages aussi éminents que Jean-Pierre Chevènement et Jean-Louis Bourlange. Je vais essayer, mais
en me disant que je suis porté par toutes les membres du Forum des Bernardins, au nom desquels je m'exprime un peu ce soir, même si je vous dirais mon point de vue personnel, mais c'est tout le forum que je représente un peu ce soir dans ce débat. Alors, pour en répondre à votre question, moi, il y a un point déjà sur lequel je voudrais dire mon accord avec Jean-Pierre Chevènement et Jean-Louis Bourlanges, c'est que moi aussi, je me méfie du rêve, et donc le rêve européen, je ne sais pas trop quelle est la signification de ce terme, et je ne sais pas si c'est un élément qui peut nous aider dans notre réflexion. Moi, je vais partir d'éléments très concrets sur le diagnostic, et je voudrais d'abord commencer par un diagnostic qui est que, d'abord, l'Europe est quand même un immense succès. L'Europe, depuis maintenant 70 ans, notre continent est en paix. Les pays européens ne se sont plus fait la guerre depuis cette période-là. Alors j'entends ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement sur le fait que la guerre n'était pas le fait des nations, peut-être, mais en attendant, on avait connu très régulièrement des périodes de guerre entre nos pays. Et aujourd'hui, l'idée même d'une guerre franco-allemande paraît complètement impossible. En tout cas, c'était une des promesses de la construction européenne et c'est une promesse qui a été tenue pour vous. Alors, à l'évidence, elle l'a été. Premier point. Deuxième point, il y avait une promesse de prospérité économique. Alors on peut évidemment, loin de moi l'idée de dire que tout est rose, mais si on regarde un petit peu sur une longue période, j'ai regardé avant de venir quelques chiffres, je vous rassure, j'en donnerai très très peu, mais quand même un ou deux, je crois que c'est éclairant. En 1957, quand nous avons commencé l'aventure, les pays européens représentaient à peu près 60% du PIB américain. En 1987, 30 ans plus tard, ils en représentaient 80%. Aujourd'hui, ils sont à 105%. Bon. Grande-Bretagne comprise. Donc, probablement, après le Brexit, on redescendra un peu au-dessous. Mais je crois quand même qu'il faut avoir cette perspective-là pour ne pas tout voir en noir. Bon. La troisième promesse, c'était la promesse de démocratie, de renforcement de l'état de droit, de renforcement des droits fondamentaux. Et je crois que cette promesse-là, elle a été tenue également. Jamais dans le continent européen, la démocratie, les droits fondamentaux n'ont été aussi solidement établis dans l'histoire de notre continent qu'aujourd'hui, même si, là encore, loin de moi l'idée de dire que tout est rose. Mais comment est-ce que vous expliqueriez, Fabien Reynaud, justement, que malgré tous ces succès, l'Europe soit aujourd'hui, et les institutions européennes soient à ce point rejetées? 3 points pour moi. D'abord, je crois que en un sens, l'Europe est victime de son succès. C'est-à-dire que ces acquis, aujourd'hui, sont considérés comme des faits qui sont dorénavant à peu près certains. Et donc, l'idée que la guerre est impossible sur notre continent, maintenant, n'est même plus vraiment attribuée à la construction européenne. Les échanges entre jeunes étudiants, par exemple, on sait qu'il y a Erasmus, mais enfin, tout ça apparaît un acquis. Deuxièmement, je crois qu'elle est victime de son succès avec, comme l'a bien montré, l'élargissement. Je crois que l'élargissement a eu des effets très positifs, mais en même temps, elle a rendu la construction européenne beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus complexe, et donc beaucoup plus fragile. Parce que c'est vrai que nous sommes partis d'une Europe carolingienne, comme on le disait, pour arriver aujourd'hui à une Europe continentale qui réunit en son sein des pays qui ont une histoire très différente, des économies à des niveaux très différents. Et donc, ça aussi, quelque part, c'est un exemple de succès de l'Europe, mais qui rend la tâche de l'Europe aujourd'hui plus compliquée. Alors, il y a une deuxième cause, à mon avis, c'est que l'Europe est frappée, comme le reste du monde occidental, par la crise de la mondialisation. Et par l'idée que aujourd'hui, les classes moyennes occidentales ont le sentiment qu'elles sont victimes aujourd'hui de la mondialisation. On le voit pas uniquement en Europe, on l'a vu aux États-Unis, mais en Europe, ça a des conséquences beaucoup plus fortes parce que le projet européen est une construction plus fragile. Et donc beaucoup plus en difficulté lorsque reviennent les idées de nationalisme, de protectionnisme, etc. Donc je crois que la crise qui frappe la mondialisation frappe encore plus durement le projet européen. Le dernier élément, c'est que je crois qu'il faut, de mon point de vue, il faut aussi reconnaître qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont propres à l'Union européenne, en tout cas, qui sont d'un certain côté une certaine naïveté, je crois.
C'est l'idée que la construction européenne, c'est le sens de l'histoire, et que donc il n'y a même pas besoin de la défendre en quelque sorte. L'histoire joue en faveur de la construction européenne. Or, je crois que c'est faux. Je crois qu'il n'y a pas de sens de l'histoire et que l'Europe est fragile, que l'Europe peut disparaître. Mais il y a eu, je crois, de la part notamment de ceux qui sont attachés à l'idée d'Europe, peut-être une négligence à défendre suffisamment les soubassements intellectuels qui sont à la base de l'Europe. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais notamment le débat sur la souveraineté, je crois, n'a pas été mené par ceux qui sont attachés à l'Europe et avec des conséquences, je crois, importantes. Et puis, il y a, j'allais dire, la bruxellite. Qui, à mon avis, est une maladie double, c'est-à-dire la tendance qu'ont eu les institutions européennes à se replier sur elles-mêmes, et d'autre part la tendance qu'ont eu beaucoup de pays et beaucoup de dirigeants de mettre sur le dos de Bruxelles tout ce qui allait mal et d'éviter soigneusement de dire que quand quelque chose allait bien grâce à ce qui était fait au niveau européen, de l'attribuer au niveau européen. Donc voilà, très brièvement résumé, voilà mon diagnostic pour répondre à votre question. Voilà, puisque maintenant chacun a établi son diagnostic, et peut-être que pour la suite de la discussion, voilà, je vous encourage à faire des interventions un petit peu moins longues pour qu'on soit davantage dans les échanges entre les uns et les autres. Mais je voulais quand même vous faire réagir, Jean-Pierre Chevènement, sur ce que vient de dire Fabien Reynaud. L'Europe, victime de son succès, victime de ses succès. Il me semblait qu'il y avait un point d'accord, c'est que l'Europe était en crise profonde. C'est ce que j'avais entendu dans la bouche de Jean-Louis Bourlanges. Alors, l'Europe victime de ses succès, honnêtement, je ne le crois pas. L'Europe s'est présentée comme une espèce j'ai employé le mot de religion, d'élan mystique, qui s'est fracassée sur la réalité. D'abord parce qu'il y a eu la fusion du projet européen avec le projet néolibéral au milieu des années 1980. C'est l'acte unique, signé à Luxembourg, qui fait de la concurrence le maître mot de la construction européenne et qui fonde la Commission européenne à procéder par directives, des centaines de directives qui, d'abord, établissent la liberté des mouvements de capitaux à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle du monde entier, puisque aussi vis-à-vis des pays tiers. C'est toutes les directives dont je ne vais pas faire la liste. La dernière serait la directive sur les travailleurs détachés. Donc, omnipotence d'une commission qui, au départ, avait commencé petitement, et qui devient un rouleau compresseur. Le traité de Maastricht qui fait la monnaie unique, c'est-à-dire une énorme erreur de conception. On applique la même monnaie à des pays dont l'économie, dont le système politique, dont les références culturelles sont profondément différentes, très hétérogènes. Donc, évidemment, il se produit des effets de polarisation insupportables entre l'Europe du Nord et l'Allemagne, et puis les pays de l'Europe du Sud, dont la France. Donc, ça, c'est typiquement l'Europe par substitution que j'évoquais tout à l'heure. Et en même temps, vous voyez le droit européen qui, tout petit au départ, l'arrêt Costa contre Enel de la Cour de justice européenne, 1964, va finir par être accepté par le Conseil d'État, 1989, et figurer dans un traité, 2008, le traité de Lisbonne, qui reprend les termes du projet de traité constitutionnel européen qui avait été rejeté par 55% des électeurs. Alors quand j'entends Jean-Louis Bourlanges dire « ça va mal depuis qu'il y a des eurotièdes qui sont au pouvoir », j'aurais envie de lui poser la question, mais pourquoi ces eurotièdes sont-ils arrivés au pouvoir? N'est-ce pas parce que déjà ça allait mal depuis pas mal de temps, que le chômage gonflait depuis la fin des années 70, que les distorsions s'accroissaient, que les fractures sociales, géographiques, générationnelles devenaient de plus en plus visibles, et même aujourd'hui béantes, qu'on en est arrivé au résultat que nous avons vu, c'est-à-dire le Brexit. Le fait que le peuple britannique, qui aurait eu le moins à se plaindre finalement du système européen, est quand même celui qui a choisi de reprendre sa liberté avec un mot d'ordre qui s'appelle « Keep your control »,
garder le contrôle de vos affaires. Ce qui, à mon avis, est l'essentiel. Un point juste, l'élargissement n'a pas arrangé les choses. Disons qu'effectivement, cette Europe d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à l'Europe à 6, où la France était dominante. Aujourd'hui, nous avons une Europe à 27, où c'est l'Allemagne qui est la puissance centrale. Et du coup, Jean-Pierre Chevènement, juste, alors, réponse courte avant de repasser la parole à nos deux autres invités, mais est-ce que vous diriez que l'Europe a eu le défaut peut-être de trop intégrer de pays, mais de ne pas faire suffisamment d'intégration dans des domaines qui pourraient être ceux de la politique sociale, de la politique fiscale, c'est-à-dire de d'abord essayer d'avoir des niveaux comparables et cohérents entre les différents droits sociaux, par exemple, plutôt que de vouloir d'abord en faire ce marché. C'est le vieux débat approfondissement contre élargissement. Mais il a été tranché par la volonté à la fois de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne de faire passer l'élargissement avant toute autre considération. Et voilà, nous avons récolté. En plus, c'était l'acmé du néolibéralisme, donc l'élargissement correspondait aux thérapies de choc libéral appliquées aux pays de l'ancien pacte de Varsovie et à la Russie elle-même. Donc c'était un mouvement général, c'était le triomphe de la révolution néolibérale. Alors je voudrais dire que pour moi, un autre élément important, c'est le fait que l'Europe s'est construite sur l'idée de marché, d'un marché efficient, puisque c'est le fond de la doctrine néolibéral de Milton Friedman, la croyance dans l'efficience des marchés, dans la dérégulation générale, dans la globalisation, comme disent les Américains. Et on a complètement oublié la démocratie, puisque pratiquement les grandes décisions se prennent par des instances non élues. La Commission, la Banque centrale, les juges non élus, le Parlement européen qui n'en est pas un, au dire de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Il reste quoi? La seule exception, c'est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Donc, une union économique avant d'être je termine. Je veux simplement dire à ceux qui ont la bienveillance de m'écouter jusqu'à présent qu'on ne peut pas raisonner comme si la démocratie n'avait pas quelque chose à voir avec l'appartenance. Or, l'appartenance nationale reste forte, très forte. Les gens se reconnaissent dans leur pays, leur drapeau, leur langue, leur histoire. Et l'appartenance européenne, bien sûr, nous faisons partie d'une même famille de nations, mais quand même très diverses. Il y a 30 peuples en Europe, et il faut faire avec. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une fédération. On fera une confédération, à géométrie variable peut-être, mais on n'ira pas plus loin. D'abord parce que le principal pays, l'Allemagne, ne veut pas de fédération, ne veut pas de transfert financier qui se ferait à son détriment. Alors l'appartenance, c'est fondamental, parce que une minorité ne peut accepter la loi de la majorité que si elle a le sentiment d'une appartenance commune. Sinon, comment accepterait-on la loi de la majorité si la majorité reflète l'opinion de gens avec lesquels vous ne vous sentez quand même pas grand-chose ou pas assez de choses en commun? Donc, on a oublié les nations, on a fait une Europe technocratique rejetée par les peuples. 2005, le référendum, en France, aux Pays-Bas, 2 pays fondateurs. En 2016, le Brexit. Et voilà, je m'arrête là. Et en 2017, on verra bien ce qui va se passer, puisqu'on n'en est qu'au début. Jean-Louis Bourlange, puisque, alors, tout à l'heure, vous nous disiez, rêver d'Europe, c'est pas forcément le terme, peut-être qu'il faut être un peu plus les pieds dans la réalité. Et l'idée de la discussion de ce soir, c'est aussi de voir comment il faudrait peut-être réorienter cette Europe, non pas pour qu'elle fasse davantage rêver, mais pour qu'elle fonctionne un peu mieux. Est-ce qu'une des pistes, ça pourrait être de dire, il faut trouver les moyens pour que l'Europe soit moins technocratique, moins économique au sens où c'est un espace où la compétition entre les États membres est quand même une compétition qui est assez rude aujourd'hui, et plus démocratique? Je vous ai dit quand on a préparé ce débat que je trouvais absurde. Et je le trouve absurde. Car là, nous voyons exactement à quel point un débat sur l'Europe mené dans ces conditions, pas mené par vous, mais dans ces conditions, oui, parce que j'ai pas l'impression de mener grand-chose ce soir. Jean-Pierre Chevènement a articulé de façon très brillante une dizaine de critiques extrêmement impressionnantes, dont chacune me paraît fausse.
mais qui mériteraient, pour être analysées, chacune un débat extrêmement approfondi. Ça veut dire que si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur le diagnostic, on ne peut pas avancer. On ne peut pas mettre sur le même plan un réquisitoire contre l'Europe qui consiste à dire c'est technocratique, ça a échoué, c'est si, et une articulation, un raisonnement articulé sur ce qu'il faudrait faire. Moi, je vous le dis, le problème est beaucoup plus, le problème est intellectuellement, je peux répondre point par point à tout ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement, mais j'en ai pour 2 heures. Bon, alors voilà. Donc maintenant, vous en concluez qu'il faut me poser une autre question, et donc on laisse tout ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement en l'état. Sur un point au moins. Mais non, ça veut dire que je vous donnerai raison sur tous les autres, cher ami. Alors, je vais vous poser une autre question, si vous voulez. Tiens, d'abord, je vais faire réagir Fabien Reynaud, et ensuite je reviens vers vous. Surtout, moi j'ai noté tout ça, et chaque fois il y a 1000 choses à dire, parce que c'est un débat intéressant, mais on ne peut pas traiter de tout de cette façon-là. Alors peut-être que Fabien Reynaud, qui adhère davantage à l'idée en tout cas... Le Conseil d'État a l'esprit de synthèse. D'un débat comme celui-ci, voudra bien répondre en tout cas à ces pistes de réflexion et à cette idée. C'est vrai que c'est ce qu'on entend beaucoup. Vous avez raison, Jean-Louis Bourlange, de dire il faut trouver les moyens de rendre l'Europe plus démocratique. Il faut trouver les moyens de rendre l'Europe moins technocratique. Je ne fais que reprendre ce que dit Jean-Pierre Chevènement. Il faut s'entendre, c'est une très grande discussion sur la question de savoir ce qu'est une démocratie avec plusieurs peuples. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça n'est pas possible? Jean-Pierre Chevènement, comme la Cour de Karlsruhe, comme un certain nombre de gens, soutiennent en règle générale que ça n'est pas possible, qu'il faut qu'une démocratie, ça se fait dans le cadre d'une nation, etc. Georges Vedel a écrit il y a naguère des choses extrêmement intéressantes, tout à fait différentes. Moi, je dis que ça pose un tas de problèmes. Prenons un seul exemple, le Royaume-Uni. Qu'est-ce que le Royaume-Uni, sinon un ensemble de 4 peuples? Bon, est-ce que c'est une nation? Est-ce que c'est pas une nation? Est-ce que le Royaume-Uni est une démocratie alors qu'il y a des Écossais, des Irlandais, des Gallois et des Anglais? Bon, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Est-ce que une nation ethnique, comme on les voit se développer actuellement, c'est comparable aux nations qui sont profondément en crise? Je ferai remarquer que la Belgique est en crise, que la Tchécoslovaquie a disparu, que la Yougoslavie a disparu. 3 créations françaises. Mais alors justement, Jean-Louis Bourlange. Non, ne vous arrêtez pas parce que ça m'inspire. On a vraiment des choses très importantes à dire si on va aller au fond des choses. Jean-Louis Bourlange, justement, et là, vous allez, je le sais, me répondre, non pas brièvement, mais enfin en tout cas de manière pas trop longue, puisque toutes ces questions que vous posez finalement, qui consistent à redéfinir aussi les termes de ce débat et à essayer de se mettre d'accord sur le diagnostic. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même la nécessité, pour commencer, de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'Union européenne et à quoi veut-on qu'elle serve? Est-ce que les Européens convaincus dont vous faites partie n'ont pas à un moment donné négligé cette question, négligé de reposer cette question? C'est les anti-européens qui ont négligé ça. Nous posons très clairement, je pose... pourquoi ça serait seulement la faute des anti-européens? Parce que moi, en tout cas, si vous écoutez ce que je dis et si vous lisez ce que j'écris depuis 25 ans, je pose toujours les mêmes questions sans avoir de réponse. Qui, quoi, comment? Qui sont les Européens? Quelle est la base de l'appartenance à l'Union européenne? Ce débat a constamment été évité par qui? Par les États, par les gouvernements nationaux. Quoi? Que veut-on faire ensemble? On nous dit il ne faut pas faire des choses petites, il faut faire de grandes choses. Mais quand on dit quelles choses voulez-vous mettre en commun? La défense, la politique étrangère? Ah ben non, vous n'y pensez pas, la souveraineté. Et comment? Par quels moyens? Quel est le mode de fonctionnement d'une démocratie plurinationale? Est-ce que c'est une démocratie qui fonctionne en donnant des pouvoirs référendaires à la Wallonie pour bloquer l'ensemble? Est-ce que c'est une démocratie représentative? Est-ce que c'est une démocratie de confrontation? Est-ce que c'est une démocratie de négociation? On ne s'entend sur aucun des termes. Et pourquoi on ne s'entend sur aucun des termes? Parce que les gouvernements, pour des raisons... Alors, je vais répondre quand même de façon assez nette là-dessus. Parce que les gouvernements refusent, et de façon honnête, parce que les gouvernements refusent de poser ces questions. Et pourquoi refusent-ils de poser ces questions? Parce qu'ils ont peur des réponses. Et je crois très profondément que si l'Europe est en crise, c'est pour une raison simple, c'est que les gens ne veulent pas une autre Europe, mais qu'ils ne veulent pas d'Europe du tout. Une courte réponse de Jean-Pierre Chevènement et ensuite je passe à vous, Fabien Reynaud. L'extraordinaire brio de Jean-Louis Bourlange ne doit pas faire oublier qu'il a déclaré forfait sur les 5 points que j'ai évoqués. Ah là, c'est bon, ça. Je voudrais le ramener à un point qui est la démocratie.
qui va avec le sentiment d'appartenance pour répondre à sa question, est-ce qu'une démocratie peut fonctionner dans un cadre plurinational ? J'observe que même les pays fédéraux sont des nations, l'Allemagne, les États-Unis, et le seul pays que je connais bien qui a fait en quelque sorte la fusion de 3 nationalités, et même de 4, la Suisse, l'a fait au terme d'un long processus. Le Royaume-Uni, me semble-t-il. Alors, le Royaume-Uni, c'est un peu particulier parce qu'il parle d'abord la même langue. Ils parlent la même langue et que les Irlandais sont quand même un certain contre-exemple. Je pense que les 3 créations françaises que vous avez dites sont ébranlées aujourd'hui, mais n'ont pas dit leur dernier mot, et ont été ébranlées à la suite de la réunification de l'Allemagne. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup fait pour l'éclatement de la Yougoslavie. La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, elles ont dit leur dernier mot, je crois. Mais si je peux... Allez-y, vous pouvez, profitez-en. Il y a un point sur lequel... il y a un élément de constat sur lequel je crois nous sommes d'accord. Au moins, c'est le fait que il y a, Jean-Pierre Chevènement l'a dit, il y a une trentaine de peuples en Europe et il faut bien faire avec. C'est exactement la formule qu'il a employée. C'est évident. Et je crois que c'est bien ça tout le sujet, en réalité. Donc, il y a sur notre continent, qui est petit, qui est dans un contexte mondial dans lequel on voit bien que montent en puissance des pays tout à fait gigantesques qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes intérêts que nous, etc. Il y a ce petit continent en taille, une trentaine de nations qui ont des langues différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont des institutions différentes, etc. Et nous avons besoin d'organiser entre nous un marché qui soit un marché commun, on peut unique, ce qu'on veut, pour permettre à nos économies de prospérer et d'éviter que nos peuples, nos nations ne recommencent à se faire la guerre comme elles l'ont fait par le passé. Donc je crois que la question, elle est là. Donc ensuite, comment est-ce qu'on organise cet espace ? C'est là que commencent les difficultés. Alors, je crois qu'en réalité, il n'y a pas 36 solutions à la vérité. Il y a 2 grandes familles de solutions. Soit on fait ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire, c'était le projet des Britanniques dans les années 50, et même 80. On dit, ce marché existe, et on laisse les biens circuler librement. Un bien qui est valable en Slovaquie, mettons, est valable sur tout le reste des pays participants, quelles que soient les normes des uns et des autres. Bon, ça, c'est une première possibilité. Et ça signifie qu'à ce moment-là, on n'impose pas de normes au niveau bruxellois, pour faire simple, mais ça signifie aussi qu'on accepte le dumping normatif, puisqu'il suffit qu'un bien soit valable en Slovaquie pour être susceptible d'être accepté dans tout le reste de l'ensemble. Et l'autre piste, forcément, c'est la première solution. C'est d'avoir des règles et de la régulation. Et l'autre piste... Juste si vous permettez, Fabien Reynaud, non, mais ce qui m'étonne, juste, c'est que vous faites finalement de l'Union européenne avant tout l'organisation d'un marché. C'est-à-dire que ça se résume à ça. Il répond à une question que lui pose Jean-Pierre Chevènement et il répond jusqu'au bout, si vous permettez. Il a dit ce que ça pouvait être, il a dit il y a 2 solutions. Il nous reste 14 minutes, cher Jean-Louis Bourlange. Sinon, ce débat n'a aucun sens, que je crois qu'il n'a d'ailleurs. Alors ça, je crois qu'on a bien compris que ce débat, vous n'aviez pas plus envie que ça d'y participer. Laissez-lui dire la seconde solution qui est la bonne. Alors, je vais laisser Fabien Reynaud. Donc la seconde solution, je crois, c'est de définir effectivement des normes qui s'imposent à l'ensemble des États participants et qui assurent de cette manière-là la protection des consommateurs, la protection des entreprises, qui évitent le dumping, etc. Et après se pose la question de comment est-ce qu'on élabore ces normes. Et c'est là effectivement une autre difficulté. Mais je crois que l'Union européenne, pour répondre à votre deuxième question, c'est bien ça. Elle a essayé d'organiser un marché de manière coordonnée, de manière harmonisée, pour éviter au maximum les dumpings. Et on voit bien qu'en réalité, les reproches qui lui sont faits, généralement, c'est de n'être pas allé assez loin dans cette direction-là, puisque 2 dumpings qui sont généralement mis en avant, c'est le dumping fiscal. On dit, mais c'est pas normal qu'il y ait des États qui aient un niveau très bas d'impôt sur les sociétés, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a ce dumping fiscal ? Parce qu'on a gardé, et pour des raisons qui se comprennent tout à fait, mais enfin, on a gardé la règle de l'unanimité en matière fiscale,
Donc, il n'y a pas d'harmonisation en matière fiscale. Et on pourrait dire la même chose sur le plan social. Donc, je crois que le cœur de la difficulté, il est là. Et c'est vrai que c'est une difficulté qui est très grande, parce que produire des normes ensemble à une trentaine de peuples, c'est quelque chose de très difficile à faire, puisque nous sommes 30 démocraties. Il faut bien organiser des mécanismes, il faut bien tenir compte de la majorité, de la minorité. Et je crois que là est toute la difficulté. Je vais d'abord laisser répondre Jean-Pierre Chevènement, si vous permettez. Merci. Oui, j'ai écouté Fabien Reynaud, qui nous explique que l'Europe, c'est le marché, mais en plus, ce sont des normes. Et je pense qu'il faut dépasser cet économicisme. Parce que l'Europe, ça doit être aussi une entité stratégique, ce qu'elle n'a jamais été. D'où l'insatisfaction des peuples à son égard, car nous avons de grands défis devant nous, de toute nature, non pas seulement le chômage ou la démographie, mais nous avons par exemple le défi d'un modèle de développement qui n'est pas du tout satisfaisant. Il est clair que le modèle ordo-libéral allemand qui dégage des excédents à hauteur de 240 milliards d'euros par an, je parle de la balance commerciale, à quoi il faudrait ajouter l'excédent des services et les transferts financiers, soit pratiquement plus de 10% du PIB allemand, ce modèle n'est pas transposable aux autres pays de la zone euro. C'est un simple exemple, donc il faut penser autre chose en termes de croissance et de croissance maîtrisée, de gestion de la dette, tout ce qu'on voudra. Mais nous avons un autre défi, c'est la paix en Europe. Nos rapports avec la Russie. Sommes-nous capables de penser un traité de sécurité européenne avec la Russie et de refonder un partenariat euro-russe qui répond évidemment au bon sens, quoi que vous puissiez entendre sur les ondes ou ailleurs. Troisièmement, il y a le défi du terrorisme. Nous en avons pour longtemps. Et le défi des migrations. Nous savons, quiconque s'intéresse à la démographie, à la prospective, sait que c'est un problème majeur que nous avons devant nous. Comment serons-nous capables ensemble de l'aborder? Car moi, je le dis franchement, je suis européen, mais je ne suis pas européen comme vous. Je ne suis pas pour l'Europe commissionnaire, c'est-à-dire dirigée par sa commission. Je suis pour une Europe des peuples, je suis pour non pas le retour aux nations, mais le détour par les nations, pour revenir à une Europe à géométrie variable, une Europe fondée sur des projets qui aillent à l'essentiel, qui nous permettent de répondre aux grands défis qui sont devant nous. Et à ceux qui me diront que c'est pas réaliste, etc., j'observe que la méthode gouvernementale a quand même produit de très beaux résultats. Airbus n'a pas d'équivalent dans aucun autre secteur, mais c'est le résultat d'une coopération entre les gouvernements, ainsi que Ariane Espace. C'est une coopération intergouvernementale dont la France avait pris l'initiative. On pourrait prendre un autre exemple, c'est le CERN. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres à mettre au compte, je dirais, de ce qu'est l'Europe telle qu'elle fonctionne, avec des institutions dont la débilité est tout à fait frappante. Et je le dis à regret, mais il n'y a pas de recours autre que ce que propose Hubert Védrine, une pause, une conférence où des gens sérieux discutent, débattent et voient comment on peut faire repartir l'Europe. Car moi, je crois à l'Europe au XXIe siècle. Entre les États-Unis et la Chine, l'Europe doit correspondre à un dessein qui est en nous, qui est l'aspiration à l'autonomie, au self-government, c'est-à-dire à la capacité d'agir sur la scène du monde et de parler à l'universel. Or, nous ne pourrons le faire que si nous avons une entente entre les grands pays européens et, je l'ajoute, avec la Russie, ce qui n'est pas exclusif d'une entente avec les États-Unis, le jour où on y verra plus clair. Mais il me semble qu'il faut quand même aller aux notions fondamentales. Faire vivre la démocratie, ce n'est pas possible sans les peuples tels qu'ils sont, sans l'existence, sans la reconnaissance de l'existence d'un démos. Or, il n'y a pas de démos européen. Il y a un démos français, il y a un démos allemand, espagnol, italien, mais on doit en passer par là. Jean-Louis Bourlanges, sur cette idée de faire une pause et d'organiser une conférence refondatrice de l'Union européenne. Est-ce qu'au moins, en termes de méthode, c'est quelque chose qui pourrait trouver grâce à vos yeux? L'Europe ne fait rien depuis 20 ans, rien, à part la relance de la Banque centrale dans un sens fédéral, qui est la seule chose qui a été faite de positive depuis 20 ans. L'Europe est à l'arrêt.
je trouve absolument extraordinaire de proposer de la sauver en faisant une pause alors qu'elle est arrêtée. Donc, pose des règlements. Mais il n'y a pas de, mais il y a plus de, mais regardez, avant de parler, regardez le mouvement des règlements. Il y a un effondrement total du nombre. D'abord, la réglementation a été voulue par la France. En 1985, nous sommes opposés aux Britanniques qui disaient on va libéraliser. C'est ce que Fabien a très bien expliqué sur la New Approach des Britanniques. On a dit non. Pas de libéralisation sans réglementation. Vous avez remarqué en écoutant Jean-Pierre Chevènement qu'on se plaignait à la fois d'un excès de libéralisme et d'un excès de réglementation. Non, mais c'est la réglementation de la concurrence. Oui, de la concurrence. Non, c'est la réglementation de la concurrence. Je parle bien de cela. C'est ce que les Français. Toutes les directives. Écoutez, laissez-moi dire un mot, si vous voulez bien. C'est ce que les Français ont exigé au moment de la signature de l'acte unique européen. Ils ont dit on ne fera pas de libéralisation sans réglementation. Ça veut dire des centaines de règlements. Et maintenant, les Français se protestent contre ça. Je rappelle le paradoxe de Bossuet, qui dit que Dieu se moque des hommes qui maudissent les conséquences de ce dont ils chérissent les causes. Nous sommes à l'origine de cette affaire-là, et mais c'est un exemple. Quant à la démocratie, je constate, mais il faudrait reprendre tout à la base. Je constate que l'Europe fonctionne depuis maintenant 20 ans sur un mode strictement intergouvernemental. La Commission n'a plus aucun pouvoir, elle est l'ombre d'elle-même. Elle a été détruite d'ailleurs dans son inspiration et dans son rôle par le traité de Nice. Les chefs d'État et de gouvernement prennent les choses en main. En fait, ils ne prennent rien du tout en main, mais ils le font ensemble sur le mode intergouvernemental de coopération entre les États, qui est le modèle que chérit Jean-Pierre Chevènement et qui est un modèle qui aboutit à une non-décision dans tous les domaines économiques, international, militaire, migratoire. Alors, il faut arrêter. Mais ça, c'est le reflet des gouvernements. De dire une chose et sans contraire. L'Europe doit se poser 3 questions, je l'ai dit. Qui sont les Européens? Et ça, c'est une question. Est-ce qu'on fait rentrer la Turquie? Pourquoi on ne la fait pas rentrer? C'est une question très importante. Moi, j'ai toujours été, comme Sylvie Goulard, comme Badinter, comme d'autres, adversaire de l'entrée de la Turquie pour des raisons très profondes. Je crois que c'était la dissolution de l'Union européenne. Mais il faut réfléchir. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. On peut en parler, mais on n'a pas le temps. À ce qu'est effectivement, à ce que sont les critères d'appartenance à l'Union européenne. Quoi? Est-ce que nous voulons véritablement transférer des pouvoirs dans les matières importantes, les matières régaliennes, les matières migratoires, etc. Et comment voulons-nous le faire? Et il est évident que le modèle démocratique européen, qui est très profondément mis à mal actuellement, parce que nous sommes dans un système intergouvernemental, ce modèle démocratique européen repose sur une démocratie de négociation, parce qu'on ne peut pas effectivement faire fonctionner ensemble des États qui représentent plusieurs peuples sur un mode de confrontation majoritaire ou référendaire, mais il faut inventer une démocratie de négociation. Je terminerai là-dessus. Dans cet article de Pouvoir de Georges Vedel, paru dans les années 70, Georges Vedel dit le vrai problème que nous avons, c'est que avant, dans la société néolithique qui était la nôtre, tous les pouvoirs étaient en fait exercés dans le cadre d'un territoire national. Et les pouvoirs, il y avait simplement un ajustement entre les différents territoires, entre les différents États, avec des menaces de conquête et de guerre. Aujourd'hui, nous voyons bien que l'ensemble des défis que nous avons à relever en matière économique, en matière monétaire, en matière financière, en matière démographique, migratoire, en matière de santé, etc., sont transnationaux. Est-ce que nous devons nous accommoder d'un modèle débile dans lequel nous avons des centaines d'États juxtaposés qui se regardent comme des chiens de faïence et qui sont incapables de tenir tête au pouvoir des multinationales, ou est-ce que nous voulons organiser des pouvoirs publics efficaces, cohérents et démocratiques, ce qui appelle une règle de subsidiarité, c'est-à-dire un système de poupée russe dans lequel l'État national joue un rôle très important, loin de moi l'idée qu'il ne doit pas jouer un rôle très important, mais où il faut avoir des règles d'efficacité communes pour relever ces défis. Le XXIe siècle ne ressemblera pas à l'univers du Malais-Isaac dans lequel Jean-Pierre Chevènement et moi, nous avons grandi avec bonheur. Et je vais laisser Jean-Pierre Chevènement répondre et j'espère que Fabien Reynaud aura le temps de conclure. Jean-Pierre Chevènement. Je suis un petit peu gêné de voir que nous débattons depuis 1 heure
et que Jean-Louis Bourlanges nous explique toujours avec beaucoup de talent que ce débat n'a aucun sens. Hein. On pourrait presque l'arrêter, sauf si on voulait bien se projeter dans l'avenir et ne pas rester cramponné à de fausses oppositions, car quand Jean-Louis Bourlanges dit « nous l'avons voulu », peut-être lui, moi non. Hein, ce gouvernement ce qui est arrivé, les réglementations. Permettez-moi de vous dire que le traité de Maastricht, gouvernement et pas moi. Le traité de Maastricht, je l'ai combattu. Non, mais je parle de l'acte unique européen. Vous étiez au gouvernement à ce moment-là. Alors, je pourrais vous dire pas comment. C'est moi qui l'ai voulu et pas vous. Je pourrais vous dire comment. Je pourrais vous dire comment cela s'est passé. Le traité qui faisait 300 pages a été apporté sur la table du Conseil des ministres à 10 heures. Et vers 11h30, on a demandé à Roland Dubas d'expliquer le texte. Non. Il a dit c'est la perfection du marché commun. C'est ça la définition du marché unique. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Personne. Adopté. La séance est levée. Vous avez fermé votre gueule et vous n'avez pas démissionné. Et la droite a voté en 1987 le traité dit acte unique. À l'époque, elle était majoritaire. Et j'ai entendu M. Dulipkovski, qui était probablement ministre des Affaires européennes, reprendre le même discours devant les députés du RPR. Hein. Le marché unique, si vous voulez comprendre, c'est la perfection du marché commun. C'est juste, d'ailleurs. Hein. Question? Oui. Il n'y a pas de question. C'est voté. Donc, ce texte fait de la Commission la gardienne de la concurrence. Toutes les directives, il y en a des centaines qui ont des conséquences immenses. J'évoquais la libération des mouvements de capitaux. C'est au cœur du capitalisme financier mondialisé. Toutes ces conséquences-là, évidemment, c'est réglementé, mais c'est la réglementation libérale. C'est voté par le Parlement et décidé par le Conseil, c'est bien par les États. Arrêtez d'être dans l'approximatif systématique et aller au fond des choses. Eh bien oui, justement, le fond est non pas seulement libéral, mais ultra-libéral. Fabien Reynaud, c'est vous qui allez conclure cette première partie. Moi, en tout cas, je relève que dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure des deux possibilités d'organiser l'échange commercial, l'échange économique entre les 30 nations, la trentaine de nations qui composent le continent, Jean-Pierre Chevènement n'a pas contesté l'alternative que je présentais, et il a répondu en fait à côté, et de manière intéressante d'ailleurs, en répondant que la question c'était pas le marché, c'était la confrontation avec les États-Unis, avec la Russie, etc. Et il me semble, moi, difficile d'imaginer que nous soyons, nous les Européens, alors même que nous avons beaucoup d'intérêts communs en dépit de nos divergences, que nous soyons en mesure de peser efficacement face aux Russes et face aux Américains et aux autres, si nous ne sommes déjà pas capables d'organiser ce qui est la base, c'est-à-dire nos échanges, notre marché, etc. Mais donc, je n'ai pas dit que j'étais contre le marché. Oui, non, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas que le marché. Je finis. Oui, mais c'est la base. Et que pour exister, l'Europe devait... Si nous ne sommes pas capables d'organiser entre nous ce qui est à la base du fonctionnement de la vie quotidienne de nos concitoyens, parce que derrière c'est la prospérité de nos économies, de nos échanges, etc. Nous serons encore moins capables de réussir à être une puissance alternative face à celle de la Russie, face à celle des États-Unis. Et juste une chose, c'est que les domaines dans lesquels on a les États ont accepté de donner des prérogatives importantes à des organes communs, comme par exemple la Commission ou la BCE, sont les domaines dans lesquels, précisément, l'Europe a été capable de tenir tête aux grandes puissances. On l'a vu, par exemple, on le voit dans l'affaire de Google, avec le fait que la Commission européenne, tant décriée, est quand même la seule instance au monde qui a le courage aujourd'hui de faire face au géant multiplanétaire qui est aujourd'hui Google. Remarquable commissaire danoise. Voilà. Et donc c'est un bon exemple, je crois. Mais si l'Europe avait été capable, c'est sur cet exemple, s'il vous plaît. Si l'Europe avait été capable d'opposer qu'on conclue pour l'instant, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais vous remercier tous les trois d'avoir participé à ce débat. Oui, je ne sais pas si... Merci en tout cas Fabien Reynaud, Jean-Louis Bourlanges et Jean-Pierre Chevènement pour cette discussion dont je vous rappelle la question initiale. Peut-on encore rêver d'Europe? Je ne sais pas si tout le monde aura eu une réponse.